Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Taïwan International. Veuillez dès à présent suivre le courrier des auditeurs. 你好，你好，你好，你好，你好。 Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Taïwan International. Ici Lisa Dufaux Et ça, pour vous présenter ce nouveau courrier des auditeurs. Donc bonjour à tous, on espère que vous avez passé une bonne semaine. Et tout de suite, avant de répondre aux questions, nous allons vous rappeler les concours avec bien sûr le concours mensuel et le concours trimestriel. Et puis cette semaine, on est la première semaine du mois d'août, donc il y a un nouveau concours. Mais je crois qu'on vous l'avait déjà annoncé la semaine dernière. oui, alors le concours du mois d'août, il y a déjà quelques auditeurs et auditrices qui ont répondu. Je rappelle la question. Donnez les noms de 2 sénateurs français qui ont honoré Taïwan de leur visite à la fin du mois de juillet. Et les cadeaux, il y aura 10 heureux gagnants. Oh, c'est Et- beaucoup par rapport à d'habitude. Ouais, et en plus, ce sont vraiment des cadeaux qui valent le coup parce que ce sont des écussons de l'ours noir formosan, sélectionnés par Valentin, qui est un fan des écussons. Et donc, cet ours noir formosan met un uppercut à Winnie l'ourson. Winnie l'ourson, c'est vrai que c'est un symbole américain, mais il fait un petit peu penser à un personnage de l'autre côté du détroit. Je vous laisserai faire le lien par vous-même. Voilà pour le concours du mois d'août. Et Mhm. je vais vous rappeler le concours trimestriel juillet, août, septembre. D'accord, donc on a encore 2 mois pour y répondre. Donc la question, c'est quel est le nom de l'éditeur et animateur à RTI qui a récemment disparu en Chine? Et donc là, il y aura seulement 4 heureux gagnants et ils recevront des arrosoirs de poche en métal. Voilà, qui D'accord. peuvent aussi servir pour mettre des stylos ou des choses comme ça. Très bien. Alors, avant de continuer, j'aimerais faire une petite annonce par rapport à la diffusion en direct depuis Tamshui, puisqu'il y a chaque jour, pour le mois d'août, 1 heure de programme, tous les vendredis, samedis et dimanches. 1 heure de programme, donc, qui est une compilation des émissions thématiques des différents animateurs du service français de RTI, voilà, sur les 2 mêmes fréquences, en direct depuis Tamshui. Donc n'hésitez pas à aller écouter pour les fans d'ondes courtes. Et une autre annonce également, mais je vous en parlerai plus tard. D'accord, oui, il Voilà. faut laisser un petit peu de suspense. Voilà. Et j'en profite aussi pour saluer plusieurs auditeurs qui nous ont écrit récemment, notamment Thomas Kotas, qui nous a écrit de Pologne, qui nous a envoyé un rapport d'écoute. On a eu aussi Regilnado, je sais pas, Naldi, qui nous écrit de Barra Mansa au Brésil. Farid Boumechal, Daniel Villon, qui nous a écrit un rapport d'écoute sur Sous des cieux amplifiés sur le début du rock taïwanais inspiré des chansons japonaises, qui est, je crois, notre nouvelle émission. Tout à notre fait. nouveau pigiste. Que vous retrouverez le dimanche, donc nouveau journaliste à RTI, enfin pigiste à RTI, Aurélien Rosanigno. Voilà. Et qui réagissait aussi à l'émission On en parle à Taïwan et Taïwan dans toute sa diversité sur les jardins urbains, qui est une émission que tu as faite récemment. Voilà. On remercie également Christian Guibaudo qui nous a écrit, Maggie Roy ou encore Roseama Lakeland qui nous a écrit de Southampton au Royaume-Uni. Je crois que c'est la première fois qu'elle nous écrit. Donc voilà, merci à tous. Continuez de nous écrire, ça nous fait toujours plaisir. Et puis on va répondre aux questions, à vos nombreuses questions. Oui, alors cette semaine, il y en a beaucoup et elles sont très intéressantes. Alors, je vais commencer par Maggie Roy. Qui donc elle rebondissait sur son rapport d'écoute par rapport à tes décryptages sur les problèmes de santé mentale chez les personnes âgées à Taïwan. Et donc elle a mentionné des nouveaux modes de résidence en France qui sont construites et gérées par des personnes âgées, et puis aussi pour la mixité sociale, parce que c'est pas facile souvent pour les agriculteurs de vieillir tout seuls en fait là où ils habitent. Et donc Maggie Roy demande si ce type d'hébergement existe à Taïwan.
Alors, j'en connais pas énormément. Je sais qu'il y a effectivement certaines personnes qui voient ce qui se passe un peu en Europe et qui essayent de promouvoir l'habitat participatif à Taïwan. Mais c'est aussi une tendance qui concerne pas mal les jeunes, notamment en ville. Il y a une initiative qui s'appelle Jiolo, c'est le fait de louer ensemble c'est des jeunes qui louent ensemble un bâtiment, mais c'est beaucoup plus rare, ça se trouve moins, je trouve, chez les personnes âgées. Et justement, j'avais rencontré une dame qui avait un petit terrain et qui avait envie justement de construire, d'accueillir des gens pour faire un éco-village et de permettre une mixité en fait entre les personnes âgées et les jeunes. Mais à la campagne ou en ville ? C'était plutôt à la campagne, mais le problème justement, c'est que son terrain, il était très isolé. Donc voilà, c'est pas facile d'attirer les jeunes aussi, les jeunes néo-ruraux dans des terrains qui sont pas très faciles d'accès, etc. Et voilà, elle me disait c'est vraiment difficile à Taïwan de vieillir quand on n'est pas très riche en fait, parce que si tu peux te payer des soins, une maison de retraite, etc. Voilà, mais quand on est à la campagne, c'est pas toujours facile. C'est pour ça que en fait, la famille et le fait d'être propriétaire, souvent à Taïwan, c'est quand même considéré comme important pour la vieillesse, en fait. D'ailleurs, j'avais évoqué ça dans le décryptage. Tu sais, l'habitat avec une personne âgée qui a un appartement et une chambre de libre, qui peut sous-louer donc ou louer à un jeune, un étudiant, quelque chose comme ça. C'est quelque chose qui se fait de plus en plus en France. Mais à ma connaissance, ça n'existe pas encore à Taïwan. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce que les gens ont un peu des problèmes de confiance. À mon avis, il y a de ça. Je ne sais pas si ce qui m'a marqué en arrivant à Taïwan, c'est que mes amis taïwanais ne m'invitent jamais chez eux. Ah ouais, je trouve qu'ils invitent pas quelque chose. Ils invitent quand même plus qu'au Japon, je trouve. Mais oui, mais alors le Japon, c'est vraiment un cas extrême, je pense. Mais c'est vrai qu'à Taïwan, en plus, on peut manger tellement facilement à l'extérieur que c'est pas facile. C'est quelque chose qui se fait assez peu, surtout si la personne vit avec ses parents, avec sa famille. En principe, ils n'invitent pas. Ça m'est même arrivé d'aller chez un ami et en fait qu'on se fasse virer parce qu'il pensait que ses parents, sa famille seraient d'accord, mais en fait, ils n'étaient pas d'accord. Ils voulaient pas qu'un étranger ou en tout cas quelqu'un qui connaissent pas entre chez eux, c'était pas possible. Mais donc il était totalement désolé. C'est vraiment quelque chose qui me revient comme ça alors que je suis en train de vous parler. Et je pense que les Taïwanais ont pas trop cette habitude culturellement d'inviter les gens chez eux. Ça se fait pas trop. D'ailleurs, en fait, j'avais suivi aussi des discussions dans des groupes de gens qui promeuvent la permaculture à propos des éco-villages. Et donc, on avait un club de lecture pour lire un livre très intéressant qui expliquait pourquoi la plupart des éco-villages, ça marchait pas. Parce que le plus difficile, c'est les relations humaines. Et pourquoi certains, quand même, une minorité fonctionnaient. Et du coup, il y avait toujours cette question lancinante, c'est pourquoi est-ce que les éco-villages se développent aux États-Unis, en Europe, etc. Mais à Taïwan, il n'y en a presque pas, et c'est très, très difficile. Et donc, en fait, il n'y a pas de réponse très, très sûre à cette question, mais on se demandait si ce n'était pas le fait que pour construire un éco-village, par exemple, il faut se baser sur l'entraide. Or, à Taïwan, l'entraide, ça existe bien sûr, mais c'est souvent lié à la famille. Et c'est pas si évident que ça de le faire avec des gens avec qui on n'a aucune attache familiale, en fait. En plus des éco-villages, c'est pas forcément des gens qu'on connaît depuis longtemps. Ça peut être des gens qui sont intéressés par le projet. Donc la question de la confiance, etc., c'est pas facile aussi. Mais c'est intéressant parce qu'on dit souvent qu'en Asie, les sociétés sont plus basées sur le collectif, et alors qu'en Europe, aux États-Unis, c'est une société plus individualiste. Alors que, comme tu dis, c'est plus facile de créer ce genre d'initiative en Europe qu'à Taïwan. Mais après, disons que c'est plus basé sur le collectif, mais aussi sur la famille, en fait. Oui. C'est pas que le collectif au sens abstrait de la nation, mais c'est le collectif au sens aussi de on se serre les coudes dans la famille.
Mais ce qui ne veut pas dire que tous les gens s'entendent bien dans la famille, hein, mais Bien bon, sûr que comme non. on est dans la même famille, voilà, on a un peu la pression pour s'entraider. Enfin voilà, il y a des différences culturelles et c'est vrai que pour l'instant, ce genre de modèle n'est pas encore très répandu à Taïwan, mais peut-être que ça va venir, hein, parce que dans les prochaines années, je veux dire, c'est vrai qu'il y a de plus en plus de personnes isolées dans les lieux ruraux, donc voilà. J'ai justement regardé une vidéo de CNA Insider il y a quelques jours, je ne sais pas si tu l'as vue. Non, je pense pas. C'est une longue vidéo d'une dizaine de minutes qui parle de la génération bloquée, Stuck Generation, donc c'est en anglais si ça vous intéresse, qui parle justement de ces jeunes diplômés taïwanais qui ont des difficultés à se loger, à vivre et à se projeter vers l'avenir parce qu'il y a des salaires trop bas, une difficulté donc à se loger, donc difficulté de sortir, de quitter le foyer familial, de fonder une famille et de vivre de manière indépendante, pardon. Et donc, ils évoquaient une ONG à but non lucratif qui s'appelle Believe in the Next Generation, 相信世代, avec, ils interviewaient Andy Zhang, qui est le patron, enfin le chef de cette ONG, voilà. Et donc, il disait que les prix des locations d'appartements près des métros à Taipei avaient augmenté de 30% au cours des 10 dernières années, alors que les salaires des jeunes avaient seulement augmenté de 16%. Donc en fait, l'inflation, surtout ces dernières années, a continué, alors que les salaires, eux, n'augmentent presque pas. Et donc, il disait que les jeunes devaient s'abstenir de boire et de manger pendant 20 ans pour espérer acheter un bien immobilier à Taipei, alors que, dans 20 ans, si ces personnes-là n'ont ni mangé ni bu, est-ce que les prix seront les mêmes? Bien sûr que non, ce sera beaucoup plus cher de toute manière. Donc, c'est pour dire qu'en fait, c'est vraiment presque impossible. Mais j'allais faire de l'humour noir, entre guillemets, parce que 20 ans, il est optimiste, hein, parce que là, justement, récemment, il y a eu en fait, des mesures pour permettre aux jeunes d'avoir plus facilement des prêts à la banque pour investir dans un achat immobilier. Mais quand j'ai regardé de plus près, je me suis rendu compte que, soi-disant, ces mesures pour faciliter le prêt des jeunes, c'était au lieu de faire un prêt sur 20 ans, 25 ans, les jeunes pouvaient faire un prêt jusqu'à 40 ans. Oui. Donc, ça va être... je ne sais pas si ça améliore vraiment les perspectives, en fait. Donc, et justement, il y avait beaucoup de... cette vidéo parlait justement de ces jeunes qui doivent aussi rembourser des prêts étudiants, normalement, notamment. Et ce qui rend encore plus compliqué, encore plus difficile l'option de l'épargne. Et donc rend encore plus difficile l'idée d'acheter un bien immobilier. Et donc cette association, cette ONG, avait une initiative qui s'appelle Qingnian Gongyu, les appartements pour jeunes, qui sont apparus pendant le Covid pour aider en particulier ce qu'on appelle à Taïwan les beipiao, les jeunes qui viennent des autres comtés de Taïwan à Taipei pour travailler, pour étudier. Et donc, cette ONG estime qu'il y a 190 000 appartements non ou sous-utilisés à Taipei. Et donc, ils essaient de mettre en contact les propriétaires avec des jeunes qui ont du mal à trouver un logement. Et donc, ils les mettent en coloc avec l'idée de créer un logement qui est agréable à vivre, dans lequel ils aimeraient eux-mêmes vivre, donc le faire de manière que ce soit confortable et aussi abordable, et ils subventionnent 25% du loyer mensuel. Par contre, je ne sais pas comment c'est financé, je ne sais pas si c'est financé par des dons ou par une aide avec les collectivités locales, je ne sais pas du tout. Et ils encouragent aussi ces personnes qui vivent dans ces appartements à utiliser leur talent pour développer des projets avec des retombées positives pour la société. Donc voilà, je trouvais que c'était quelque chose d'assez intéressant. Ça pourrait faire une idée intéressante de décryptage. Oui. Voilà. Comme quoi ça commence, alors c'est un sujet à suivre ces prochaines années. Oui, voilà. Donc merci à Maggie Roy pour sa question. Merci beaucoup. Et donc je continue avec Paul Jamet, qui nous a envoyé un article à propos de la fin de l'impression du ticket de caisse en France. Et du coup, il nous posait la question, qu'en est-il à Taïwan au niveau du ticket de caisse? Et donc, en France, comme l'un des arguments, c'est aussi
ne pas gaspiller le papier. Voilà, il se demandait aussi quelle est la situation du publipostage à Taïwan, c'est-à-dire est-ce qu'on reçoit de la publicité dans les boîtes aux lettres. Alors, 2 très très vastes questions très intéressantes. Alors, je vais peut-être commencer par la boîte aux lettres et puis après, tu peux enchaîner sur le ticket. Alors, moi, quand je suis arrivée à Taïwan il y a quelques années, une des premières choses que j'ai faites, j'ai carrément dessiné un panneau stop pub en chinois, tout ça, sur ma boîte aux lettres que j'ai collé et ça ne marche pas. Parce qu'en fait, ça n'existe pas à Taïwan, le fait de ne pas recevoir de la publicité, en fait. Alors qu'en France, depuis quelques années, normalement, si quelqu'un met de la publicité dans une boîte aux lettres où on a mis un autocollant stop pub, cette entreprise peut être poursuivie en justice. D'accord. Théoriquement, mais... Et du coup, à Taïwan, non. À Taïwan, c'est gaspillage de papier qui continue dans les boîtes aux lettres. Ouais. Je ne sais pas si tu reçois beaucoup de pubs, mais moi, j'en recevais beaucoup. Non, pas énormément. Ah ouais, dans mon quartier, j'en reçois quand même beaucoup. Surtout de la pub pour les immeubles, en fait, immobiliers. Oui, c'est ça. Souvent, c'est ça. Voilà. Alors, pour les tickets de caisse... Eh bien, à Taïwan, oui, il y a des tickets de caisse qui sont imprimés. Alors, ça dépend des commerces, mais par exemple, pour les marchés traditionnels ou pour les petits vendeurs ambulants, bon, là, il n'y a pas de ticket de caisse. Pour les petites épiceries aussi, pour les petits magasins, je me souviens plus exactement quel est le montant maximum, mais en dessous d'un revenu annuel donné, les commerces n'ont pas besoin d'émettre des tickets de caisse. Et donc, ces tickets de caisse sont des numéros qui sont utilisés ensuite pour faire une loterie nationale. Donc, toutes les personnes qui ont acheté quelque chose dans un combini, dans un supermarché, par exemple, a son numéro de ticket de caisse. On le conserve pendant un certain temps. Et en fait, tous les 2 mois, au 25 du mois, on peut regarder le numéro, aller sur on va sur un site internet. Il y en a plusieurs. On écrit Fa Piao avec les numéros des mois. Et donc, par exemple, pour janvier-février, c'est 1 et 2. Fa Piao 1 et 2. On tape ça et on peut regarder les numéros qui sont sortis. Et il y a des numéros, il y a des prix pour différents types de numéros. Par exemple, il y a le numéro en entier. Là, si vous avez le même numéro en entier, c'est vraiment le jackpot en principe. Ça peut être plusieurs millions de dollars taïwanais. Mais en principe, ce qui est le plus courant, c'est de remporter un petit prix de peut-être 200 ou un peu plus, 1000. Le plus souvent, c'est 6 €, 200 NT. Et là, c'est si vous avez les 3 derniers chiffres du numéro qui sont le même que les numéros gagnants. Voilà. Et ce système-là a été inventé, alors je ne sais pas de quelle année ça date, est-ce que tu saurais me dire ? Non, mais ça fait déjà un bout de temps. Ça fait un bout de temps. Et du coup, ça a été inventé parce que... pour éviter le blanchiment d'argent et aussi les non-déclarations d'impôts. Tout à fait. En fait, c'était l'État qui souhaitait vraiment promouvoir le ticket de caisse pour être sûr que les commerçants et les consommateurs payent les taxes. Et donc, la meilleure manière de promouvoir le ticket de caisse bien officiel, c'est de faire une loterie, comme tu viens de l'expliquer. D'ailleurs, on dirait que tu vérifies les numéros parce que tu es très bien renseignée. Bien sûr que je le fais. Ah, moi, je le fais pas du tout. Alors là, jamais. Je déteste les chiffres, donc je pense que ça, voilà, ça. Tu peux laisser tes tickets de caisse sur mon bureau. Ça me dérange pas de le faire pour toi. Non, mais ce qui est intéressant à Taïwan, c'est donc du coup, si on n'est pas intéressé par ce système, normalement à côté de la caisse, il y a une petite boîte et on peut mettre son ticket de caisse dedans. Pour des organisations caritatives. Voilà. Donc si ça se trouve, c'est une organisation caritative qui va gagner le gros lot qu'on n'aura pas gagné. Voilà. C'est bien comme système. Et donc tu disais qu'il y a aussi des tickets de caisse numériques, c'est ça ? Oui, on peut aussi le faire, obtenir le ticket de caisse sur son portable directement. Moi, je ne l'ai jamais fait parce que, je sais pas, ça a l'air compliqué et puis j'ai l'impression que c'est déjà trop tard pour moi pour m'adapter. Mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui le font. Et aussi, quand on paye avec son EasyCard, on n'obtient pas de ticket de caisse, mais le ticket de caisse est sur sa carte. Et alors là, j'ai jamais compris comment le récupérer, comment vérifier, donc... Je sais pas. Oui, mais en tout cas, pour le moment à Taïwan, il n'y a pas de
de velléité du gouvernement d'arrêter les tickets de caisse. Mais bon, comme le gouvernement a l'ambition de devenir une nation numérique, peut-être qu'ils vont promouvoir dans les prochaines années le ticket de caisse numérique. Mais c'est vrai qu'à propos du numérique, il y a... Enfin, en tout cas, c'est un peu un avis personnel, mais je trouve qu'il y a une différence entre la promotion du numérique à Taïwan et en France, par exemple. C'est qu'à Taïwan, il y a quand même toujours une présence humaine, alors qu'en France, parfois, quand c'est robotisé ou numérisé, il n'y a plus de présence humaine, en fait. Si on a un problème, s'il y a un bug, en fait, on n'a plus personne à qui demander. Mais bon, souvent à Taïwan, il y a encore une présence humaine ou encore une manière de faire sans le numérique. Donc, c'est pas forcément toujours 100%. Donc, voilà, c'est aussi un sujet à suivre ces prochaines années. Donc, merci à cette équipe qui nous avait posé C'était cette question. Paul Jamet. Paul Jamet, merci à lui et merci pour ses nombreux rapports d'écoute qu'il nous envoie régulièrement. Tout à fait. Ses petites blagues aussi, des fois. Et donc, on a une autre question de Daniel Villon, mais tu me disais que tu voulais nous faire passer un petit message à propos de vide-grenier. Oui, parce qu'elle nous avait dit qu'elle aimerait bien une lanterne cheval. Alors, pour info, pour rappel, nous avons une activité vide-grenier au service français de RTI, puisqu'on a des anciennes lanternes du bureau du tourisme et des gouvernements locaux. Vous savez, ces lanternes qui sont distribuées à l'occasion du Nouvel An lunaire. Non, de la fête des lanternes. Oui, tout à fait. Voilà. Et donc, vous pouvez nous demander de vous envoyer ces lanternes-là, dans la limite des stocks disponibles, bien sûr. On arrêtera quand on n'aura plus de lanternes. Donc, il suffit de nous écrire au moins 2 rapports d'écoute en précisant quelle lanterne vous voulez. Si vous voulez une lanterne cheval, une lanterne cochon, une lanterne coq. Pour compléter et puis on la verra collection. si on les a ou pas, et vous pourrez peut-être compléter votre collection. Oui, ça doit être super d'avoir toute la collection. Et puis même, après, ça peut faire de très jolis cadeaux, je pense. Voilà, pour les enfants, c'est sympa. Oui, tout à fait. Et alors, quelle était la question de Daniel Villon ? Alors, en fait, c'était un rapport d'écoute qui a débouché sur une question. Elle avait écouté la première émission de Delhi, qui était notre stagiaire et qui vient de partir, mais elle a fait tout un travail très, très approfondi sur les lieux liés à la terreur blanche à Taïwan. Voilà, qui sera diffusé à l'automne prochain. Tout à fait. Sans doute au mois de décembre, janvier. D'accord, alors en hiver alors. Oui. D'accord. Oui. C'est pas vraiment l'automne. D'accord. Mais en tout cas, il y a eu une première émission sur notamment la saison la saison artistique et culturelle qui se déroule toujours d'ailleurs sur l'île verte. Et donc, c'est organisé sur toute l'île, mais notamment dans une ancienne prison du temps de la terreur blanche. Et donc, Daniel Villon a indiqué qu'elle a beaucoup apprécié cet épisode et en fait, que c'était intéressant de voir cette prison transformée en un lieu qu'on peut visiter. Et ça lui a fait penser en fait à un ancien tribunal en Martinique qui a été transformé en maison de la culture. Et du coup, elle demandait est-ce que de nouvelles activités positives permettent d'effacer un passé négatif ? Alors, c'est une question... on pourrait écrire une thèse, je pense. Mais ça m'a inspiré quelques réflexions. C'est vrai que ça dépend aussi de la manière dont on veut transformer le lieu. Est-ce que ce lieu est transformé en quelque chose de complètement différent ou est-ce que la mémoire est conservée ? Et en fait, je pense que ce qui est le plus intéressant, c'est surtout le processus de transformation ou de réhabilitation du lieu et comment on inclut dans les discussions sur ce que ce lieu va devenir, en fait, les personnes ou les familles des victimes. Et donc, en fait, c'est ce qui se fait ces dernières années à Taïwan dans le cadre du processus de justice transitionnelle. Mais bon, c'est vrai que c'est pas facile. C'est plus facile à dire qu'à faire. Et quand on observe ce qui se passe à Taïwan, en fait, on peut aussi se dire qu'il a fallu un temps assez long avant que ce processus ait pu se mettre en place. Et voilà quoi, donc
C'est donc d'autant plus important, je pense, toutes ces émissions de Delhi, de notre stagiaire, sur les lieux liés à la terreur blanche, parce que justement, les dernières victimes vont peut-être décéder dans ces prochaines années. Et donc, c'est très important de garder la mémoire par les lieux, mais aussi par les interviews. Enfin, ne les enterre pas trop vite quand même. La fin de la Terre Blanche, c'était à 87. Donc, s'ils avaient dans la vingtaine, ils sont quand même encore en bonne santé, même aujourd'hui. Mais bon, pour ceux qui ont vécu le massacre du 28 février, bon, là, clairement, oui. Mais disons que 87, c'était la levée de la loi martiale, mais la Terreur blanche, en tout cas, les moments où il y a eu le plus de disparitions et de peine de mort, etc., c'était plutôt justement les années 50, 60, 70. Après, ça s'est un petit peu calmé. Oui, mais quand même, dans les années 80, il y a encore eu beaucoup de meurtres et tout ça. Mais même, ça continue jusqu'en 92. Hein. Mais disons que oui, effectivement, pour les victimes des victimes de quelle époque ? Voilà, de l'époque du massacre du 28 février 47, ça commence à faire longtemps. Oui. Mais justement, Delhi a fait un épisode avec un entretien du directeur du Musée national des droits de l'homme, et où il parle de ce processus de consultation des anciennes victimes, donc vous pourrez découvrir ça. Voilà, désolée, la série sera diffusée dans un petit peu longtemps, mais bon, c'est parce que on voulait que tout soit bien prêt, et puis on a diffusé cet épisode en avance, parce que sinon ça n'aurait plus été d'actualité, vu que la saison artistique c'est cet été. Et puis c'est un petit teaser aussi pour ce qui va venir. Tout à fait. Et donc c'est bien que ça a été déjà remarqué par certains auditeurs ou auditrices, quoi. Donc merci beaucoup encore à Danielle Villon. Oui. Et pour ne pas conclure sur une note trop lourde, trop triste, voilà, nous allons répondre également à une question qui nous vient de Christian Guibaudo sur le partenariat entre Eva Air, la compagnie aérienne taïwanaise, et Hello Kitty, le célèbre petit chat japonais. Il nous demande depuis quand date cette collaboration. Alors je n'ai pas trouvé la date exacte, mais je sais que ça existe au moins depuis 2012, puisque l'article le plus ancien que j'ai trouvé datait de 2012. Voilà, c'est un partenariat qui a été d'ailleurs suspendu pendant la pandémie de Covid-19 et qui a été... Enfin, le partenariat a continué, mais les avions Hello Kitty ne volaient plus. Donc maintenant, les fans de Hello Kitty peuvent se réjouir parce qu'ils peuvent de nouveau prendre ces vols. Donc dans des avions qui sont peints avec... décorés avec Hello Kitty partout, dedans, dehors. Voilà, ils ont du champagne rose. Ils ont même une salle d'enregistrement et d'embarquement Hello Kitty à Taoyuan, l'aéroport international de Taoyuan. Il y a aussi des sacs à vomir Hello Kitty, du foie gras Hello Kitty, des serviettes Hello Kitty, du papier toilette Hello Kitty, des menus, des pantoufles, des oreillers Hello Kitty. Donc tout est Hello Kitty. Je crois que tu as déjà pris un vol Hello Kitty. Tu peux témoigner, Sarah ? Oui, mais pour moi, c'est plutôt Hell Kitty, en fait. Mais bon... Tu n'as pas apprécié le vol Hello Kitty ? En fait, ouais, ça m'a fait ni chaud ni froid, on peut dire ça comme ça. Bon, c'est vrai que j'ai remarqué qu'il y avait des couverts en plastique à l'effigie de Hello Kitty, donc les fans s'empressaient évidemment de les emporter, etc. Mais bon, voilà, pour moi, le plus important, c'est juste de prendre l'avion et d'arriver sain et sauf. Oui. C'est le plus important. Et je peux dire aussi qu'en mars, il y a eu une vente de 80 chariots de service Hello Kitty. En fait, c'était des vieux chariots de service que la compagnie voulait se débarrasser. Et au lieu de les jeter ou de les vendre, mais peut-être que ça n'aurait pas intéressé beaucoup de monde, ils les ont redécorés sur le thème Hello Kitty et ils les ont vendus à 40 000 NT, donc plus de 1300 $ américains. Et ils sont partis en quelques jours. Wow. Donc c'était vraiment une très bonne opération. Très bonne opération commerciale pour Eva Air. Et voilà, c'est bien, ça permet de donner une nouvelle vie à ces chariots et de ne pas les jeter, que ça ne devienne pas des déchets. Voilà. Donc les fans étaient contents et la compagnie aussi de s'en débarrasser. Voilà, donc merci à Christian Guibaudo. On lui souhaite de pouvoir prendre un vol Hello Kitty pour venir à Taïwan et nous rendre visite. Et puis c'est déjà la fin de ce courrier, donc on vous dit à la semaine prochaine. Et on attend avec impatience vos autres questions. Voilà, à bientôt. Merci beaucoup, à bientôt.